Oui, C'est nickel, ouais. ok, top. Ok, super. Du coup, on peut commencer. Donc, on est ravis, comme d'habitude, de pouvoir intervenir auprès des startups de Paris Co. Le thème du workshop d'aujourd'hui, c'est comment réussir sa levée de fonds en BSAR. Le BSAR, qui est une manière de se capitaliser pour les startups, qui est très, très utilisée parce que ça permet de faire rentrer des capitaux rapidement, de manière simple. Mais on va revenir en détail sur ce mécanisme-là. On représente la société Blockpulse. Chez Blockpulse, on accompagne des startups et plus largement des entreprises dans la mise en place de leurs opérations sur le capital. On est une legal tech, donc on va leur permettre d'encadrer juridiquement leurs opérations, à la fois de cession de titres, de levée de fonds et d'association de leurs équipes, via des BSPCE par exemple. Et derrière, on va également leur permettre de complètement automatiser leur gestion actionnariale, la tenue de table de capitalisation, la tenue de registre, ce qui, quand on le fait de manière manuelle, est assez chronophage et risque d'erreur. Et nous, on a mis en place une technologie qui permet d'automatiser tout ça. Et donc, moi, je m'appelle Aurélie, je suis la directrice commerciale de Blockpulse. Avant de rejoindre la société, j'ai été banquier privé, et j'ai accompagné des entrepreneurs pendant 8 ans dans la gestion de leur patrimoine personnel au moment ou avant la cession de leur entreprise. Et je me suis également occupée d'investisseurs qui souhaitaient investir en start-up dans un club de business angels qui s'appelle Angel Square pour permettre justement à ces personnes d'apporter du smart money à des entreprises qui étaient en phase de financement. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Margot. Bonjour tout le monde. Effectivement, je suis Margot, physique chez Blockpulse. Auparavant, j'ai travaillé 2 ans dans un cabinet d'avocats en tant qu'avocate en fusion-acquisition. Pendant 2 ans, j'ai du coup assisté des entrepreneurs sur leurs opérations sur le capital et leur rachat, soit en fusion, soit en acquisition. J'ai rejoint Blockpulse il y a quelques mois. Exactement. Alors, du coup, au niveau du déroulé de ce workshop, déjà, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fil de l'eau parce qu'en fait, on n'est pas trop nombreux, donc on va essayer de faire en sorte que ce soit vraiment interactif. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout d'abord les différentes étapes de financement. Donc, on va revenir sur les étapes de financement auxquelles sera confrontée une start-up. Derrière, on reviendra également sur les notions clés quand on veut organiser une levée de fonds. Et ensuite, on rentrera dans le détail du mécanisme du BSAR, ainsi qu'on reviendra également sur tous les termes qui sont à négocier quand on veut mettre en place un BSAR. Avant de débuter, on vous a remis cette frise qu'on partage à chacune de nos interventions parce qu'en fait, ça nous semble hyper important de reprendre un peu de hauteur pour se dire, quand on est une start-up et potentiellement voilà, une jeune entreprise, d'avoir une vision assez claire des différentes opérations qui vont vous attendre dans les 36 à 48 mois, premiers mois d'existence. Parce qu'en fait, chacune de ces opérations va avoir un impact sur les suivantes. Donc la première à laquelle vous êtes confronté, c'est une fois que la boîte est créée, que vous êtes plusieurs associés, c'est d'encadrer ces relations fondateurs via un pacte d'associés. Ça, je le redis systématiquement, mais il arrive fréquemment que des entrepreneurs ne mettent pas en place de pacte d'associés parce qu'effectivement, ça a un coût. Mais il faut avoir en tête une statistique qui est qu'aujourd'hui, il y a une entreprise sur 2 qui fait faillite en raison de conflits entre fondateurs qu'on n'avait pas encadré, en fait, dont on n'avait pas prévu les conditions de sortie. Et un pacte fondateur, avec nous, par exemple, c'est quelque chose qui coûte 1 000 €, c'est quand même pas très cher. Et derrière, ça peut sauver une boîte. Donc vraiment, que ce soit avec nous, avec un avocat ou peu importe, encadrez vos relations fondateurs. Ensuite, a priori, vous allez chercher à associer des prestataires que vous n'allez pas forcément encore pouvoir rémunérer, des freelances ou des advisors. Et une manière de le faire, ça va être d'émettre ce qu'on appelle des BSA, des bons de souscription d'actions. Puis, vous allez arriver sur vos premiers tours de financement, le love money ou le premier vrai tour de table qui est la levée de fonds en pré-seed ou en seed. Ça, généralement, ça va se faire via une levée de fonds dilutive, soit en BSAR, sur lequel on va revenir aujourd'hui, soit en augmentation de capital, qui est le mécanisme un petit peu plus traditionnel. Et enfin, généralement, quand on lève des fonds, c'est une bonne pratique qui se fait quand même beaucoup dans l'écosystème startup, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des BSPCE, bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises,
pour pouvoir en fait aligner les intérêts à la fois des fondateurs et des équipes, notamment des premiers profils clés. Et puis après, si ça se passe bien, vous allez continuer à lever des fonds de manière successive. Et donc, on s'est amusé à essayer de regarder à peu près quelle volumétrie de documentation juridique ça représentait. Et ça représente pas loin de 500 pages, a priori, de documentation juridique avec une quarantaine de clauses qui sont complètement majeures pour vous. Et donc, notre recommandation, c'est vraiment à chaque opération que vous allez réaliser, essayer de se dire, OK, dans ma stratégie de développement liée à mes opérations sur le capital, quel va être le coup d'après et de l'anticiper pour pouvoir, enfin, ne pas se retrouver dans une situation qui pourrait être compliquée parce qu'en fait, on a mis en place une opération, on n'avait pas pensé à l'étape d'après et on se retrouve un petit peu bloqué par des clauses qu'on aurait pu mettre en place notamment. Voilà. Et une solution comme la nôtre permet notamment d'automatiser tout ça parce qu'en fait, on va pouvoir avoir une connaissance de toutes les clauses qui ont déjà été mises en place sur la précédente opération pour pouvoir les prendre en compte dans les opérations futures. Alors, au niveau des étapes de financement, très rapidement, il y a 2 manières de se financer quand on est une start-up. Il y a les financements dits non dilutifs, qui n'auront pas d'impact en fait sur, la répartition de votre capital et les financements plus traditionnels, dits dilutifs, hein, donc qui sont, ce qu'on appelle, les levées de fonds, hein. Il en existe 2, je le disais, le BSAR, qui est un mécanisme de quasi-equity, puisqu'en fait, les investisseurs deviendront actionnaires à terme, et l'augmentation de capital, qui aura un impact dilutif immédiat. Mais la question à se poser quand on veut se lancer dans une levée de fonds, ça va vraiment être le séquençage parce qu'en réalité, c'est pas forcément, le plus pertinent immédiatement aller chercher, des financements dilutifs et finalement, une chose qui peut être intéressante, c'est de se dire qu'on va aller les chercher le plus tard possible parce qu'au début, on n'a pas forcément encore ni de produits, ni de revenus et donc ça peut être compliqué d'aller chercher des investisseurs quand, on a trop peu de choses à montrer. Donc il existe quand même pas mal de mécanismes de subventions, de prêts d'honneur qui sont en fait des prêts sans intérêt, de concours d'innovation et la BPI est très, très active sur tout ça. Donc je pense voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller chercher un maximum de financement non dilutif avant d'aller chercher, du financement dilutif. Et d'ailleurs, quelque chose, de tout bête, hein, mais quand on fait une levée de fonds de manière, quasi systématique, on peut obtenir beaucoup plus de capitaux grâce à des prêts qu'on va adosser à sa levée de fonds. Donc dans sa stratégie de levée, il faut essayer de se dire: «OK, bah, je vais chercher tant en capitaux d'investisseurs qui vont devenir actionnaires de ma boîte, mais potentiellement, je sais que grâce à cette somme-là, je pourrais potentiellement aller chercher jusqu'au double grâce à des financements non dilutifs». Donc il faut vraiment l'intégrer dans sa stratégie, de recherche de capitaux. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, sur ça à nous, voilà, à nous les poser, voilà, vous pouvez prendre la parole, pour qu'on puisse échanger. Alors, du coup, après sur les étapes de financement, une fois que justement on passe sur cette partie vraiment, dite dilutive, il va y avoir différents tours de financement et on trouvait intéressant de vous remettre un petit peu les montants recherchés, la maturité, et le type d'acteurs qui allaient participer à ces différents tours de table. Donc le premier tour de table, ça va être le tour de table dit en love money. Donc ça, c'est comme son nom l'indique, c'est un tour de table qui va être réalisé auprès de vos proches, auprès en fait, des personnes qui ont confiance en vous et qui finalement vont plus investir pour vous et la capacité qu'ils pensent de vous à réussir dans votre projet que pour le projet parce que vous en êtes vraiment au tout début de projet. On est sur des levées de fonds qui sont généralement, de quelques dizaines de milliers d'euros et c'est dans voilà, les premiers mois de la création de la boîte, ça peut aller jusqu'à 2 ans et généralement, vous en êtes à la validation du modèle, vous venez de créer la boîte et vous commencez vos premiers développements produits et on est, généralement sur des tickets plutôt modestes, hein, qui vont être, nous, ce qu'on peut observer, de entre 1 000 et 5 000 € par ticket. Ensuite, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va plutôt être la levée, en pré-seed et en seed, que vous allez réaliser pour le coup auprès d'investisseurs autres que votre réseau. Ce qu'on observe en termes de montant, c'est que ce sont des levées de fonds qui sont généralement entre 100 000 € et là, on a mis 1,5 million, mais on se rend compte qu'on a des levées de fonds en seed de plus en plus importantes et qu'on fait des levées jusqu'à plus de 1,5 million. Et la maturité de votre boîte, on va dire qu'elle est généralement entre 1 et 3 ans, même si voilà, c'est une statistique, hein. La réalité, c'est qu'on accompagne des entreprises qui font des levées en seed, qui ont quelques mois d'existence. Mais bon, c'est quand même plus facile de lever quand justement on a déjà son premier produit, ce qu'on appelle le MVP, une première mouture de son produit.
et qu'on est en train de valider l'offre, en fait, et ainsi que l'offre commerciale. Cette levée-là, elle va se faire auprès de différents acteurs. Généralement, elle se fait essentiellement auprès de business angels. Et là, c'est ce qui est hyper important quand on cherche ces investisseurs, c'est qu'évidemment, les capitaux sont importants, hein, mais à mon sens, là où se trouve la valeur d'un investisseur business angels, c'est aussi pour l'intelligence qu'il va pouvoir vous apporter en termes de réseau ou en termes de compétences qui pourraient vous manquer. Donc ça, c'est vraiment dans votre ciblage d'investisseurs, c'est d'essayer de trouver des personnes qui pourront vous aider à grandir. Vous pourrez également être financé par des family office. Des family office, ce sont des organismes qui gèrent la fortune de familles qui ont plus de 20 millions de patrimoine liquide. Et du coup, il y a un certain nombre de familles qui cherchent à se diversifier et à investir en start-up. Et là, on est sur des tickets qui généralement sont un petit peu plus élevés parce que c'est des tickets qui sont rarement de moins de 100 000 €, voire un petit peu plus. Et puis après, il existe un certain nombre de fonds qu'on appelle des fonds d'amorçage qui sont justement spécialisés dans l'investissement de start-up early stage. Et donc, un conseil qu'on peut vous donner, hein, avant de vous lancer dans la course à la levée de fonds, c'est d'essayer d'anticiper en fait cette recherche de capitaux. Et si vous vous dites, bah, moi je pense que je vais lever des fonds dans 3, 6, 9 mois, c'est de commencer le plus tôt possible à essayer de regarder quels investisseurs pourraient vous intéresser, quel type de fonds sectoriels ou en fonction des tailles de tickets ou même en fonction du secteur géographique. Quel type de business angels? Il existe pas mal de listes disponibles en ligne pour voir, bah, voilà, telle personne elle investit plutôt dans tel secteur d'activité et de les contacter en leur disant que voilà, vous n'êtes pas encore en train de lever, mais vous leur proposez un café, vous leur parlez de votre projet et derrière, vous restez en contact avec eux. Comme ça, le jour où vous voulez appuyer sur le bouton de la levée de fonds, bah, vous allez vous rendre compte que ça va aller beaucoup plus vite. Et nous, à titre perso, chez Blockpulse, sur notre première levée, on n'a pas fait ça du tout. On a commencé le jour où on s'est dit qu'on voulait lever et ça a pris vraiment beaucoup de temps. C'était une levée, voilà, notre levée en pré-seed et sur notre levée en seed, on avait fait ce travail, vraiment voilà, on l'a fait très, très en amont et notre levée en seed, on l'a bouclée en 3 semaines, quoi. Donc vraiment essayer d'aller contacter des investisseurs le plus tôt possible. Et après ce qu'on voulait vous partager, que moi j'ai pu observer chez Angel Square, dans ce qui est observé en fait, par les investisseurs au moment de votre levée de fonds. Ça va être évidemment l'équipe, ça on le dit toujours et ça peut paraître hyper bateau, mais pour l'avoir vu de près, quand on dit l'équipe, c'est vraiment d'essayer de montrer à quel point vous êtes complémentaires dans vos parcours et dans vos caractères. Et justement à quel point du coup ça vous donne toutes les chances de réussir dans votre business. Et il est arrivé chez Angel Square qu'on voit des entrepreneurs où on sentait qu'il y avait quelqu'un qui allait écraser l'autre. Bah, typiquement, les gens, enfin, on n'allait pas sur le dossier, quoi. Donc vraiment, il faut essayer de mettre en avant vos complémentarités, tant en termes de parcours que de personnalité. Après, ce qui sera également regardé, c'est le marché. Donc soit vous êtes sur un marché qui est un marché peu concurrentiel et auquel cas, eh bien, faut montrer à quel point votre produit est novateur. Ou alors vous êtes sur un marché qui est déjà concurrentiel et là, ce qu'il va falloir essayer de montrer, c'est pourquoi vous allez mieux faire que les autres. Pourquoi par votre capacité d'exécution, vous allez, pouvoir prendre ce marché plus que d'autres acteurs qui existent déjà. Ce qui va être regardé également et ça, c'est souvent le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle la traction et c'est vrai que quand on est une jeune entreprise, c'est pas forcément toujours évident d'avoir des chiffres, hein. Donc la traction, c'est, les premiers chiffres d'affaires ou les premiers contrats signés ou les premiers POC, Proof of Concept, que vous auriez pu signer en phase de test avec notamment des grands groupes ou autres. Je pense qu'il ne faut pas trop s'angoisser avec ça, même si c'est souvent le plus compliqué. C'est vraiment d'essayer de se dire et de démontrer, avec le peu de moyens dont vous disposiez jusqu'au moment de cette levée de fonds, ce que vous avez déjà réussi à faire. Et même s'il n'y a pas encore de chiffre d'affaires, c'est de montrer aussi avec tous les prospects avec qui vous êtes en train de discuter, où vous en êtes de l'avancement en fait de ces discussions et s'il y a déjà des signatures, évidemment de les mettre en avant. Et la dernière chose qui est regardée, et ça on va y revenir, ce sont évidemment les termes de la levée, le montant recherché, la valorisation, etc. etc. Mais on va y revenir en détail juste après. Quand vous voudrez vous lancer dans l'opération de levée de fonds, il y a vraiment 2 documents qu'il faut avoir préparés. C'est ce qu'on appelle le pitch deck. Donc le pitch deck, c'est un document généralement PowerPoint, ou en tout cas un document visuel, d'une dizaine, quinzaine de slides qui va vraiment montrer
voilà, toute l'opération de levée et toute l'offre de valeur de votre boîte. Et ce qui est aussi hyper apprécié des investisseurs, c'est de faire ce qu'on appelle un one pages, qui en fait va être en une page les grandes caractéristiques de votre opération et de votre business model, pour pouvoir envoyer ça dans un premier temps aux business angels. Et après, évidemment, il faudra aussi préparer un business plan. Donc ça, c'est pas forcément facile non plus. On essaye généralement de faire un business plan à 5 ans, ce qui en fait est un non-sens quand on est une jeune entreprise. Et clairement, hein, pour l'avoir vu aussi, les business angels ou les investisseurs sur une levée de fonds en amorçage, ils vont regarder le business plan assez en détail à 12 mois, parce qu'en fait, on peut quand même avoir à peu près se projeter à 12 mois, avec beaucoup plus de hauteur de 12 à 36 mois, et au-delà de 36 mois, ils ne regardent même pas. Donc, il ne faut pas non plus en faire un monde. C'est de bien bosser la partie 0-12 et d'avoir quelque chose de cohérent jusqu'à 3 ans. Ensuite, la levée suivante, ça va être la levée en série A. Donc, a priori, là, voilà, votre chiffre d'affaires est en train de croître, vous êtes en train de structurer tous les process, aussi bien commerciaux que produits, et puis vous êtes en train de vous préparer à rentrer dans une croissance rapide. Donc là, on est sur des levées qui sont de plusieurs millions d'euros, a priori, que vous allez faire auprès de fonds, quasi exclusivement. Et là, la philosophie est un peu différente, puisqu'en fait, les fonds, ils ne vont pas avoir ce côté presque un peu, c'est mal dit, mais très, très proche de vous, que pourraient avoir des business angels. Eux, ils vont vous aider en fait à vous professionnaliser et à faire en sorte que justement, vous puissiez bien processer votre business, vous puissiez mieux gérer vos KPI. Et c'est généralement à ce stade-là qu'on met en place un board, parce qu'en fait, la boîte est vraiment en train de décoller et de se professionnaliser. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on poursuive sur tout ça. Bon. J'ai pas l'impression. Du coup, on va continuer. Alors, les termes de la levée, qui sont du coup vraiment les notions clés auxquelles vous serez confrontés au moment de lancer l'opération. Tout d'abord, ça va être de se dire combien je dois lever, quel est le montant, que je vais lever. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de se dire, OK, de quel besoin, combien d'argent je dépense aujourd'hui, chaque mois. Et en fonction de ce que j'envisage de faire au moment de la levée, de combien je pense avoir besoin pour pouvoir couvrir 12 à 18 mois de trésorerie. Et donc, il faut essayer de lister, de se dire, OK, je vais embaucher X personnes, je vais engager telle dépense marketing. Et donc, du coup, j'essaie de couvrir au minimum 12 mois, dans l'idéal 18 mois de trésorerie. Puis généralement, comme on dépense souvent plus d'argent que ce qu'on budgète, vous rajoutez une petite marge de 10 à 15% en plus pour l'argent qui pourrait être dépensé en plus. Et ça, ce qu'on peut observer, nous, parmi les startups qu'on accompagne, c'est que jusqu'à il y a peu de temps, les entreprises cherchaient à couvrir 18 à 24 mois de trésor. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai, avoir 18 à 24 mois de trésor. Et c'est souvent plus pertinent, et le BSR est extrêmement adapté à ça, de se dire qu'on va aller chercher moins d'argent, qu'on va couvrir que 9 à 12 mois de besoins de trésorerie. On lève vite en BSR pour pouvoir avoir plus de chiffres, pour pouvoir derrière faire une plus jolie levée, soit d'ailleurs une seconde en BSR, soit une levée en augmentation de capital. Et on a vu beaucoup de nos clients qui sont venus nous voir au début, qui nous disaient, OK, moi je veux lever entre 500 et 500 000 et 1 million d'euros, qui finalement avaient trop peu de chiffres à montrer et qui finalement n'arrivaient pas à lever, et puis qui au bout de 3-4 mois, voire même un petit peu plus, à s'épuiser dans la levée de fonds et avec une trésorerie qui diminuait drastiquement, rediscuter avec nous pour nous dire, en fait, je change de stratégie, je lève de toute urgence en BSAR 150 000, 200 000, 300 000. Donc parfois, ça peut même être pertinent dès le départ de se dire qu'on va faire une stratégie séquencée et qu'on cherche du coup à couvrir un petit peu moins de besoins de trésorerie. Après, l'autre question qui va se poser, mais c'est un petit peu moins vrai dans le cadre d'une levée de fonds en BSAR, c'est quelle va être la part de pourcentage que vous allez céder, ce qu'on appelle la dilution. Puisqu'en fait, dans le cadre d'un BSAR, il n'y a pas de notion de valorisation. On va mettre en place ce qu'on appelle un tunnel de valorisation, avec une valorisation plancher et plafond, mais Margot va y revenir en détail dans quelques instants.
Donc, ce qu'il faut quand même essayer de se dire, c'est qu'en fonction, et Margot, pareil, va revenir en détail là-dessus, en fonction de vos scénarios de transformation de vos investisseurs R en actionnaires, quel sera l'impact de dilution sur votre capital. Et ça, il faut vraiment être attentif. Et sur une levée de fonds en seed, généralement, nous, ce qu'on peut observer, c'est des dilutions entre 10 et 30%. Donc, la dilution, c'est combien de capital vous allez lâcher. 30%, c'est quand même beaucoup. La médiane, c'est plutôt entre 15 et 20. Et sur ça, il faut réfléchir de manière stratégique. Et du coup, c'est directement corrélé à la notion de valorisation, mais c'est de se dire, dans ma dilution, il faut que je fasse en sorte de ne pas être sur une valorisation trop élevée, parce que si j'ai une valorisation trop élevée, eh bien, il se peut que mes investisseurs attendent de moi un retour, enfin, ils vont attendre de moi un retour sur investissement lors de la prochaine opération. Et donc, du coup, vous pourriez être en difficulté pour relever, parce que du coup, ils vous imposeraient une valo beaucoup plus élevée lors du prochain tour. Donc, vraiment faire attention que ce ne soit pas trop haut. Et à l'inverse, il ne faut pas que ce soit trop bas non plus. D'une part, pour que vous ne soyez pas trop dilué. Et d'autre part, parce que en fait, ce serait décrédibilisant pour vous. Parce qu'en fait, il faut quand même que vous soyez valorisé à une valeur qui soit cohérente. Excusez-moi, j'ai juste une petite question. Ouais. Je voulais savoir, en fait, c'est vrai que je pense qu'il doit y avoir des moyennes, des chiffres là-dessus. Et les salaires, en fait, les salaires justement acceptables en moyenne pour des levées de fonds, pour des postes des dirigeants, en fait, le CIO et les CEO, par exemple, quelles seraient les moyennes de salaire justement acceptées en moyenne par les investisseurs? Ouais. Alors ça, c'est une excellente question. C'est par les investisseurs ou par les personnes qui rejoignent l'entreprise? Par les investisseurs, en fait, je veux dire, enfin, quand ils avec les fonds, forcément, il y aura des salaires qui sont compris dedans. Et du coup, s'il existe des moyennes, justement, en France, observées par rapport à ça. La réalité, c'est que généralement, quand on fait sa levée de fonds en très early stage, souvent les fondateurs ne se payent pas. Et après, en termes de salaire, ce qu'on observe sur des choses, mais après, il n'y a pas de généralité, mais c'est après une levée de fonds, justement post-levée de fonds en site, qui va permettre aux fondateurs de se rémunérer. Ça va être sur des salaires entre ce qu'on voit nous, entre 70 000 euros annuels jusqu'à 90 100 000 euros annuels. Mais ça, vous pouvez. En fait, les investisseurs le savent parce qu'ils ont l'habitude des startups. Donc, si vous êtes sur cette fourchette-là, c'est accepté par les investisseurs. Et si vous êtes face à des investisseurs qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez aller sur des sites de recrutement, en fait, pour montrer sur des C-level qui sont recrutés en startup, quelles sont un peu les offres qui sont faites en termes de rémunération et montrer que vous êtes cohérent par rapport à ça, quoi. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. Oui, très bien. Ok, top. Ok. Alors, je ne reviens pas sur la valorisation parce que la valorisation, c'est un peu un non-sujet au moment de la levée de fonds en BSAR, comme je le disais, puisque vous n'allez pas définir de valorisation. Et du coup, je laisse la main à Margot justement sur le mécanisme du BSAR. Pourquoi c'est intéressant pour une jeune entreprise de lever en BSAR? Excusez-moi. Oui. Oui. Excusez-moi. Je me permets juste d'intervenir au sujet de la valorisation en BSAR, puisqu'effectivement, comme c'était indiqué, il faut néanmoins présenter à l'investisseur, d'après ce que j'ai compris, une valorisation plafond et une valorisation plancher. Et cette valorisation-là, ça permettra de définir la conversion du montant investi par l'investisseur BSAR en actions au moment du événement déclencheur. Mais du coup, cette valorisation, elle doit bien être liée aux performances de l'entreprise et au chiffre d'affaires. Donc, il y a une notion quand même de valorisation à ce moment-là. Ouais, mais on va y revenir justement sur la partie définition de la valorisation plancher et plafond. La différence, évidemment, il faut avoir une idée
une idée de la valorisation, mais ça demande quelque chose de beaucoup moins précis que quand on fait une augmentation de capital où il faut définir de manière précise un montant de valorisation. Là, la fourchette, elle peut être quand même assez étendue. Et ce qu'il faut prendre en compte quand on met en place son BSAR, c'est aussi le scénario anticipé de la future levée de fonds. À quel montant on pense qu'on va lever, à quelle valorisation, ce qui va aussi aider à définir sa fourchette de valorisation. Mais on va y revenir tout de suite. Ok, très bien. Je vais attendre. Ça marche. C'est une bonne introduction. Voilà. N'hésite pas à reposer une question si jamais on n'est pas rentré assez dans le détail par rapport à ce que tu voulais savoir. Ça marche, merci. Alors, peut-être juste pour rappeler l'origine du BSAR, c'est un instrument juridique qui vient de l'Amérique, dans les États-Unis. Là-bas, ils appellent ça le SAFE, pour Simple Agreement for Future Equity. Et en fait, il est arrivé en France il y a 4-5 ans et on voit une nette augmentation du BSAR depuis 2-3 ans. Le BSR, ça signifie bon de souscription d'actions, accord d'investissement rapide. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça va offrir, comme vous disait Aurélie, aux sociétés un financement rapide parce qu'on va pouvoir faire entrer des fonds rapidement, flexible et simple et surtout moins onéreux qu'une augmentation de capital et une levée de fonds classique. Et surtout, ça va un petit peu repousser tous les problématiques liées à l'augmentation de capital, à savoir la valorisation de la société, même si effectivement, il va falloir définir un tunnel de valorisation. Mais en tout cas, on ne va pas définir précisément la valorisation de la société. Et puis également, ça va décaler la notion de tout ce qui est conclusion d'un pacte d'associés et négociation du pacte d'associés et également la dilution des fondateurs dans le capital de la société. Techniquement, c'est le mécanisme du BSR. Donc, c'est un contrat. Ça va se formaliser sous un contrat sous un privé qui va être basé donc sur ce mécanisme de réception immédiate des fonds et en contrepartie de laquelle on va avoir la possibilité, enfin l'investisseur R va avoir la possibilité de convertir son montant initialement investi en actions de la société à partir du moment où un événement déclencheur, qui est souvent d'ailleurs une levée de fonds, donc à partir du moment où un événement déclencheur se réalisera dans une certaine période. Donc, peut-être ce qu'il faut bien garder en tête pour comprendre le mécanisme du BSAR, il faut vraiment distinguer donc l'émission et la souscription du BSAR et ensuite sa conversion. Donc, en fait, plus techniquement, la société, donc votre société, va émettre des BSAR au profit d'un ou plusieurs investisseurs, que l'on peut dénommer des investisseurs R, et qui, eux, vont y souscrire et paieront donc, le prix de souscription de ces BSAR, donc qui sera équivalent au montant de leur investissement dans la société. Donc, ça veut dire que vous recevez immédiatement des fonds et qu'il n'y a pas d'obligation d'attente, comme ça peut être le cas dans le cas d'une augmentation de capital, d'attendre que tous les investisseurs souscrivent à cette levée de fonds, ils participent pour recevoir les fonds. Et ça, c'est un avantage et une flexibilité qu'offre le BSR que ne fait pas, par exemple, une levée de fonds, une augmentation de capital classique. Une fois qu'on a les fonds, donc on a des investisseurs R dans sa société, donc on continue à développer son projet grâce notamment aux fonds investis par les investisseurs R. Et donc vient le moment en principe d'une levée de fonds. Et donc en fait, cette levée de fonds va permettre de déclencher la conversion du BSAR. Et donc là, les BSAR souscrits par les investisseurs vont pouvoir être convertis en un nombre variable d'actions de la société. Et en fait, ce nombre d'actions que vont pouvoir obtenir les BSAR va dépendre des conditions dans lesquelles la conversion va se faire et surtout des paramétrages et des paramètres qu'on aura prédéfinis dans le contrat R. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour le moment, sinon on peut détailler les paramètres du BSAR.
Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Donc, en règle générale, il y a 5 grandes notions et 5 grands paramètres à définir pour émettre des BSAR. Et ces 5 paramètres vont se retrouver dans le contrat R et dans toute la documentation générée pour émettre ces BSAR. Donc, il y a d'abord l'événement déclencheur. C'est l'événement dont la réalisation va déclencher la conversion des BSAR en action. Généralement, il s'agit d'une levée de fonds classique et voilà. Après, il y a d'autres possibilités, mais on les voit très peu en pratique. C'est par exemple un transfert qualifié ou une opération d'échange, donc une fusion d'une société. Bon, ça reste assez résiduel dans le cadre de BSR sur des startups. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est la période pendant laquelle cet événement déclencheur va pouvoir se réaliser. Donc là, c'est souvent en moyenne entre 12 et 36 mois. Nous, chez Blockpulse, on voit beaucoup, enfin, la plupart du temps, c'est plutôt 18 mois que l'on voit en termes de période de réalisation de l'événement déclencheur. Il faut bien comprendre que plus cette période va être longue et plus le risque pris par l'investisseur va être important. Ensuite, le troisième paramètre à avoir en tête, donc là, c'est ce qu'on en arrive sur la fourchette de valorisation. Donc, effectivement, par rapport à l'augmentation de capital classique, on ne va pas devoir valoriser précisément sa société au moment de l'émission. En revanche, on va devoir arrêter une valorisation donc, plancher, donc sur la base de laquelle les BSR seront convertis en actions si la valorisation de la société si la valorisation déterminée dans le cadre de l'événement déclencheur est inférieure à cette valorisation plancher. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette valorisation plancher, elle vous protège, vous, en tant que fondateur, en tant qu'associé existant de la société. Ouais, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous je en suis désolée, sortez. on entend quelqu'un qui parle. Oui, normalement, c'est bon, j'ai C'est pris le bon, micro. pardon. Oui, donc cette valorisation plancher, donc on appelle également le floor, il faut bien comprendre que c'est un paramètre qui va vous protéger, vous, puisqu'en fait, ça va permettre de fixer la dilution maximale que vous pourriez subir dans le cadre de la conversion du BSAR. Ensuite, donc, il y a la valorisation plafond. Donc, c'est sur la base de laquelle le BSAR va être converti en action si la valorisation de la société au moment de l'événement déclencheur, donc au moment de la levée de fonds, est supérieure à cette valorisation plafond. Donc, ça, c'est un mécanisme et c'est un élément favorable qui peut être favorable à l'investisseur R, puisque en fait, eux, ils vont entrer dans le capital de votre société dans des conditions beaucoup plus favorables si on est dans le cadre de la valorisation, du dépassement de la valorisation plafond, dans des conditions beaucoup plus favorables et vont pouvoir avoir un plus grand nombre d'actions et donc être rémunérés, je dirais, entre guillemets, rémunérés de manière plus intéressante que les investisseurs classiques. Et enfin, le taux de décote. Donc, le taux de décote, généralement, on considère et on présente comme le taux qui va venir rémunérer le risque pris par l'investisseur R. Il est généralement fixé à 20%. Chez Blockpulse, c'est ce qu'on voit, c'est plutôt classique. Après, encore une fois, le taux de décote, en principe, il vient rémunérer le risque. Donc, on peut bien sûr il est négociable, bien sûr. Et donc, on peut le modifier en fonction de votre cas pratique, enfin, de votre situation personnelle, enfin, de la situation de la société. Donc, voilà. Est-ce que je me permets juste de poser une question en termes de temporalité? Ouais. Est-ce que ça signifie qu'il y a une conversion automatique si l'événement déclencheur n'est pas réalisé dans la temporalité donnée? Est-ce qu'il y a une conversion automatique de l'investissement
en action, est-ce que l'événement se déclenche automatiquement? Oui, alors en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'avec le BSAR, et c'est ce qu'il faut dire à vos investisseurs, c'est que de toute manière, ils auront des actions de votre société. En revanche, si la conversion, si l'événement déclencheur se réalise dans la période précise, les conditions de conversion seront différentes de si l'événement déclencheur se réalise après cette période qualifiée. Quelle différence du coup? Après, ça, c'est contractuel. D'accord. Mais nous, par exemple, ce qu'on propose, c'est que si l'événement déclencheur se réalise au moment donc après la période qualifiée, enfin, au moment où justement à la fin, à l'expiration, je dirais, de la période qualifiée, on applique le cap, ce qui est plutôt très favorable pour vous, et auquel on applique le taux de décote. Mais après, ça, c'est de la négociation. Il faut que les investisseurs l'acceptent et voilà. Ok. Et de toute Mais dans façon, tous les cas, pardon. Ouais, non, non, oui, tu allais dire la même chose, je pense. De toute façon, dans votre discours auprès de vos investisseurs, c'est de leur dire qu'ils sont investisseurs et quoi qu'il se passe, ils deviendront actionnaires à terme. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le vendre, c'est qu'ils deviendront actionnaires de manière décalée dans le temps, certes, mais ils deviendront actionnaires. Et après, au niveau des scénarios, il y a 3 scénarios qui se dégagent. Hein. Scénario numéro 1, où ce n'est pas très favorable pour vous, votre boîte, ça ne se passe pas bien et la conversion se fait au niveau, enfin, la levée de fonds que vous réalisez pendant la période impartie se fait sur une valorisation qui est inférieure à votre plancher et du coup, vous serez assuré de lever à ce moment-là, à ce montant-là de valo. Mais bon, a priori, si vous êtes dans ce scénario-là, c'est plutôt signe que ça ne se passe pas très bien pour vous. Soit vous levez durant la période maximale et votre valorisation se trouve entre le plancher et le plafond, et auquel cas, c'est le mécanisme de la décote qui va s'appliquer, c'est-à-dire qu'ils ne rentreront pas à la valorisation de l'augmentation de capital, mais à la valorisation minorée du taux de décote. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut leur vendre. Hein. C'est l'incentive que vous leur offrez en contrepartie du risque pris, qui est de ne pas savoir précisément quand ils deviendront actionnaires ni à quelle valorisation. Et troisième scénario, et ça, c'est clairement ce que recherche tout investisseur qui investit en BSAR, et c'est aussi comme ça, et c'est vraiment le deuxième argument auprès des investisseurs, votre boîte cartonne complètement, votre valorisation lors de l'augmentation de capital est très supérieure au montant du cap, et auquel cas, eux sont assurés de ne pas rentrer à une valorisation plus élevée que votre cap. Et donc, potentiellement, ils peuvent déjà faire une très, très belle opération lors de la future augmentation de capital. Et en fait, il y a 4 scénarios, du coup, puisque le 4e, c'est vous ne le relevez pas. Et dans ce cas-là, à l'issue de la période maximale, donc dans notre exemple, c'était 18 mois, eh bien, quoi qu'il arrive, ils seront transformés en actionnaires selon les caractéristiques que vous a dit Margot. Hein, donc, c'est au montant cap minoré de la décote. D'accord. Et la décote ne s'applique que si la valorisation se trouve entre le floor et le cap. Ouais. Très bien. Merci. La décote, alors pour peut-être être un tout petit peu plus précise, la décote peut également être utilisée, et nous c'est ce qu'on propose dans nos contrats, elle est également utilisée pour savoir si on se situe dans la fourchette de valorisation. En fait, on va prendre la valorisation au moment de la levée de fonds auquel on va appliquer la décote, et ensuite on va pouvoir voir si oui ou non on est dans la fourchette de valorisation. Mais ça, après, c'est du contractuel. Donc, mais il y a une autre petite utilisation qu'on peut avoir de la décote. D'accord. C'est pour ça qu'il faut être quand même, en tant qu'entrepreneur, assez précis sur la valorisation éventuelle de la société pour ne pas se faire avoir. Au moins sur la valorisation, au moins sur les conditions de la levée de fonds événement déclencheur. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que la fourchette que l'on indique soit, je dirais, cohérente par rapport à la levée de fonds envisagée dans X mois. Quoi. Ça marche, merci beaucoup. Et on vous a mis, mais ce sera sur la prochaine slide, un QR code qui vous donne accès à notre simulateur d'impact dilutif, parce qu'effectivement, c'est hyper important quand quand on fait son paramétrage, d'anticiper le montant hypothétique que vous pensez lever lors de la future levée de fonds pour pouvoir mesurer les impacts dilutifs lors de cette future opération et pas vous retrouver avec une très mauvaise surprise, d'être hyper
élus à ce moment-là, quoi. Donc, il faut vraiment simuler tout ça en amont. Alors, si vous n'avez pas plus de questions sur le mécanisme, on va pouvoir passer plus sur alors, le formalisme et comment, en fait, en pratique, on va pouvoir émettre des BSR. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en place d'un BSR au sein d'une société, c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus flexible qu'une augmentation de capital classique, puisque en fait, il ne va pas, par exemple, on ne va pas avoir besoin d'ouvrir un compte spécifique dédié à la réception des fonds reçus dans le cadre de l'augmentation de capital. En fait, vous allez recevoir dans le cadre du BSR les fonds de manière, directement sur votre compte société. Mais bon, en gros, donc il faut une assemblée générale. En tout cas, il faut une décision collective des associés qui va décider de l'émission du BSR. Ensuite, et souvent d'ailleurs déléguer compétences pour émettre les BSR à son président. Ensuite, il va falloir conclure un contrat R, donc c'est un acte un acte sous seing privé dans lequel on va retrouver toutes les caractéristiques que l'on a envisagées préalablement, et en fait on va en gros coucher sur papier les règles applicables au BSAR. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que là, comme les investisseurs R ne sont pas actionnaires, en principe, on n'a pas de pacte d'associés. Enfin, c'est pas qu'en principe, il n'y a pas de pacte d'associés à négocier avec ces investisseurs R. En revanche, ce qu'on préconise, nous, chez Block Pulse, c'est de, malgré tout, préciser les termes, les principaux termes qui s'appliqueront au moment de la conversion des BSR et au moment où l'investisseur deviendra actionnaire de la société, pour que vous soyez, entre guillemets, protégés, notamment sur tout ce qui est transfert des titres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'investisseur R aura des actions, c'est dans votre avantage, dans votre intérêt que de venir délimiter ce qu'ils peuvent faire, à qui peuvent le céder, etc., etc. Donc ça, on le verra un peu plus tard, mais c'est un élément important à garder en tête. Donc, déterminer les principaux généraux qui s'appliqueront au moment de la conversion des BSR en actions. Et ensuite, l'exercice du BSR, donc là, l'élément de conversion s'effectue, ils souscrivent au BSR, le BSR est converti, et voilà. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que par rapport à l'augmentation de capital, donc c'est moins lourd puisqu'il n'y a pas toutes ces formalités au greffe qui sont nécessaires dans le cadre d'une augmentation de capital classique, et donc pas de publication au journal d'annonce légale, etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus rapide, et encore une fois, pas besoin d'ouvrir un compte spécifique dédié à cet investissement, à l'investissement en BSR. Je pense qu'on peut, si personne n'a des questions, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc là, on va redire à peu près ce qu'on a déjà dit. Voilà, donc le BSR, c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent, qui est très utilisé pour les raisons qu'on peut voir sur le slide. Donc, procédure et formalisme simplifié, l'apport rapide en trésorerie. Donc, alors, peut-être que par rapport à l'augmentation de capital classique, en fait, la vraie différence, c'est que, comme je l'ai dit et comme Aurélie l'a dit, c'est qu'on va pouvoir obtenir l'argent au compte-gouttes. C'est-à-dire que si on fixe une période de 10 mois, ou 6 mois pour obtenir les fonds, pendant 6 mois, vous pouvez aller chercher des investisseurs, leur proposer de venir souscrire à ce BSAR et obtenir l'argent au fur et à mesure. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une augmentation de capital classique, puisque il va falloir attendre que tous les investisseurs investissent pour ensuite que votre banque délivre les fonds, et donc il y a quand même un aspect souvent plus court et plus et en gros il n'y a pas d'immédiateté dans la réception des fonds. Donc, comme l'a dit Aurélie, le BSR, c'est pas
c'est pas un prêt, donc c'est du quasi-equity, donc il n'y a pas d'intérêt à payer. Donc, c'est aussi un point à avoir en tête. Et encore une fois, ça permet de remettre à plus tard toutes les questions un peu embêtantes et pas forcément adaptées aux sociétés qui sont un peu jeunes. Et donc, toutes les questions embêtantes de l'augmentation de capital classique, à savoir la valorisation, le pacte d'associés et l'effet dilutif. Voilà. Donc ça, c'est pour les avantages. Je ne sais pas si vous avez des remarques. Non. Et en termes de durée, ce qu'on peut observer, nous, parmi nos clients, c'est que souvent, quand les clients qui font des augmentations de capital avec nous, entre le moment où ils se lancent dans l'opération et le moment où ils ont réuni l'intégralité des capitaux, il se passe souvent plusieurs mois. Sur du BSAR, c'est vrai que on a des entrepreneurs qui, quand ils nous disent OK, là, j'ai une première personne qui m'a dit qu'elle voulait investir 50 000 € ou 20 000 € dans mon projet, en moins d'une semaine, ils ont l'argent sur leur compte, quoi. Et après, ils le font au compte-gouttes. Donc, c'est quand même extrêmement adapté au financement des startups. Et c'est aussi beaucoup moins coûteux parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de pacte d'associés à mettre en place, etc., d'un point de vue même juridique, ça vous coûtera beaucoup moins cher de le mettre en place et il n'y a pas de formalisme non plus, contrairement à l'augmentation de capital qui est aussi coûteux. Donc voilà, c'est vraiment rapide, peu cher. Et le seul point qu'il faut quand même avoir en tête, qui est un inconvénient, c'est que, parce que vos invests pourront vous en parler, c'est que ce n'est pas éligible à des dispositifs fiscaux. On ne peut pas faire de réduction d'impôt, on ne peut pas le mettre dans un PEA, un plan épargne en action, parce que ce n'est pas une action, c'est un bon de souscription qui deviendra une action. Et ce n'est pas éligible non plus à un mécanisme qui s'appelle le remploi suite à un apport session lors d'une session de boîte. En fait, certains business angels investissent en start-up pour reporter l'imposition de leur plus-value suite à la cession de leur entreprise. Et donc, du coup, ils ont 2 ans, je crois. Margot, tu m'arrêtes si je me trompe. Ouais, ils ont 2 ans pour réinvestir une partie de leur cession dans des entreprises opérationnelles. Et donc, du coup, certains investissent en start-up pour ça. Et donc, le BSR n'est pas éligible à ce mécanisme-là. On vous le dit pour que vous ne soyez pas surpris si des investisseurs vous en parlent. Juste, moi, j'ai une petite question. Bon, c'est un peu redondant avec celle de Thomas, mais c'est sur la valorisation. En fait, au final, comment vous faites la valorisation plancher et plafond? Est-ce que ça ne revient pas juste à faire une valorisation et à faire plus 1 million, moins 1 million pour déterminer les deux autres? Non, en fait, après, une technique qui est utilisée, c'est de se dire, je prends le montant recherché et je fais le traditionnel x4 pour définir mon plancher. Et derrière, souvent, le plafond, et c'est pas réglementaire, hein. Souvent, le plafond est égal à 2 fois le plancher. C'est un peu une pratique de marché. Même si on a récemment accompagné une boîte qui avait mis un plancher à 1 million d'euros et un plafond à 15 millions d'euros, hein. Donc, une fois de plus, ça reste du contractuel et ce qu'il faut vraiment prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on parle de scénarios liés à la prochaine opération. C'est pas tant aujourd'hui le sujet. Le sujet, c'est combien je pense que je vais relever dans X temps. Et du coup, de se dire, je pense que je vais relever, mettons, 2 millions dans 12 mois. Je fais mon classique en partant du principe que mes 2 millions, je lèverai sur une valo prémonie à 8 millions, ce qui est un peu le standard de marché, quoi. Et du coup, je travaille mes impacts dilutifs et du coup, je définis mon plancher, mon plafond en fonction de ça, pour être cohérent, quoi, en termes de dilution. Ok, merci. Et après, sur l'écart de fourchette de valorisation, ça va aussi impacter le discount, l'incentive qui va être accordé aux investisseurs parce qu'évidemment, plus la période maximale était longue et plus la fourchette de valorisation est élevée, plus potentiellement l'investisseur prend un risque et donc du coup peut attendre un incentive plus important. Et typiquement, la boîte qui avait fait le 1,15 millions, elle avait offert une décote de 30%, quoi. Et à l'inverse, on a accompagné des entreprises qui ont fait des fourchettes de valo. Alors là, pour le coup, c'était presque comme s'il n'y en avait pas, entre 1,4 million et 1,5 million. Donc, autant dire que c'était uniquement pour pouvoir aller en BSR, pour pouvoir aller vite. Et là, clairement, il y avait un sujet de valorisation dès la mise en place de l'opération. Et par exemple, là, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de décote.
Donc ça reste, ce qui est vraiment intéressant dans ce mécanisme, c'est que c'est très souple et que ça s'adapte vraiment à la situation de chacun, aux objectifs de chacun, et que ça permet du coup de mettre en œuvre rapidement le plan de financement, quoi. Juste une micro-question. Il y a, excusez-moi, il y a du coup, en cas de versement du montant par l'investisseur BSAR, c'est du coup un enregistrement, c'est un enregistrement en trésorerie. Il n'y a pas d'enregistrement en capital. Alors, c'est du quasi-equity. Donc, en fait, ce n'est pas encore des actions. C'est considéré comme du capital en devenir juridique. Peut-être que Margot, tu sauras mieux que moi à expliquer juridiquement. C'est du fonds propre. Donc, mais alors, je ne sais pas exactement dans quelle catégorie, mais c'est du fonds propre. Ouais. D'accord. Ouais, on parle de quasi-fonds propres, mais du coup, qui est assimilé à des fonds propres. Et justement, ça, c'est un élément important. C'est que comme c'est du quasi-fonds propre, vous pouvez utiliser des fonds qui ont été levés en BSAR pour vous leverager avec la BPI, par exemple, au même titre qu'une augmentation de capital. Et ça veut dire que la société aura la nécessité de placer cet argent au moment de la levée de fonds en capital. En fait, de toute façon, dans le contrat, il est stipulé que oui, les investisseurs R seront transformés en actionnaires quoi qu'il arrive, soit lors de la levée de fonds, donc effectivement, ça deviendra de l'equity, du capital, soit à l'issue de la période maximale. Donc oui, ça a vocation à devenir du capital donc quoi une qu'il augmentation arrive. de capital. Ouais. Ou à l'issue de la période maximale. Et d'ailleurs, c'est vraiment un truc à mettre en avant auprès des investisseurs, hein. C'est que, on reporte juste la détention en capital, mais quoi qu'il arrive, ils détiendront des actions à terme, quoi. Tout à fait. Merci. De rien. Ah oui, donc juste pour terminer, donc là, ça déborde un peu le sujet du BSR, mais c'est quand même important et on voulait vous attirer votre attention sur ce sujet. C'est en lien avec ce que j'avais dit préalablement. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est au moment où vous allez émettre et au moment où vous allez conclure les contrats R avec vos investisseurs R, de prévoir les principes qui s'appliqueront et auxquels seront tenus les investisseurs devenus actionnaires au sein dans le cadre de la transférabilité de leurs actions. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'en principe, donc, il y a un pacte d'associés. Donc, juste pour rappel, un pacte d'associés, c'est un contrat qui va être conclu par plusieurs actionnaires, ou tous les actionnaires d'ailleurs, et qui va encadrer la gouvernance plus précisément que par exemple dans les statuts, qui va encadrer la gouvernance de la société, mais également les conditions de transfert des actions. Et donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de prévoir des principes généraux qui s'appliqueront aux investisseurs au moment où ils deviendront actionnaires et de le prévoir d'ores et déjà au moment de l'émission des BSR. Juste peut-être les points, les clauses qu'on vous conseille de bien avoir en tête au moment où vous allez alors soit rédiger et préparer un pacte d'associés ou au moment où vous allez émettre des BSAR. Et si vous voulez bien sûr créer cette term sheet. Donc, il y a plusieurs clauses à bien avoir en tête. Donc, il y a d'abord la clause de lock-up. Donc, c'est en gros une clause qui va rendre les titres de certains actionnaires, donc souvent des fondateurs, incessibles. C'est-à-dire que pendant une certaine période, qui ne peut pas excéder 5 ans, les fondateurs ou les investisseurs, ça dépend à qui ça s'applique, ne pourront pas céder leurs actions ne pourront pas céder les actions reçues de la société. Ensuite, il y a la clause d'agrément. Ça, c'est hyper important à mettre en place. C'est ce qui permet en fait que les associés acceptent un nouvel actionnaire au sein de du capital social. Ça, c'est important à avoir en tête. Également, le droit de préemption. Donc, ça va permettre aux associés d'acquérir en priorité les actions que souhaite céder un autre associé.
Et donc, dans les conditions et selon les modalités qui auront été fixées dans l'offre de la personne qui voulait à la base initialement acquérir les actions. La clause de good et bad leaver, donc c'est une clause par laquelle les personnes clés, donc fondateurs, managers, vont promettre de céder l'intégralité de leurs actions dans la société, donc qu'ils détiennent dans la société, en cas de départ, à un prix de cession favorable dans le cas d'un départ qu'on qualifiera de good leaver, par exemple, bon, c'est un départ non fautif, ou au contraire, à un prix de cession qui va venir sanctionner un comportement fautif d'une personne, d'une personne clé, dans le cadre d'un départ qu'on qualifiera donc de bad leaver. Ça, c'est hyper important également à avoir en tête parce que ça permet vraiment de pouvoir de pouvoir s'assurer des conditions dans lesquelles une personne clé pourra céder ses actions. Ensuite, la mise en place d'un board. Alors, ça, c'est quand même des problématiques un peu plus, pour des sociétés un peu plus matures que les startups early stage. C'est souvent lorsque alors soit un fonds ou même parfois des BA vont arriver dans votre capital. Et en fait, souvent, on met en place alors un board qui va venir impacter la gouvernance et pouvoir avoir son mot à dire sur la gouvernance. Ensuite, les dernières petites clauses, donc la clause de non-concurrence. Donc tout ça, c'est assez classique. Je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de revenir dessus, sauf si quelqu'un le demande. La clause de non-dilution, donc c'est ce qui permettrait aux investisseurs de bénéficier d'un droit de ne pas être dilué, en tout cas d'un droit de participer aux augmentations de capital futures. Et enfin, ce qu'il faut garder en tête, et c'est un point important, c'est qu'on vous conseille dans le contrat R d'indiquer que vous vous laissez la possibilité d'émettre des BSPCE. Donc ça, c'est Aurélie qui vous en avait parlé en début de présentation, mais c'est ce qui va permettre de se laisser la possibilité d'émettre des BSPCE. Donc, pour rappel, les BSPCE, ce sont donc des bons de souscription de part de créateurs d'entreprises qui permettent d'incentiver, de fidéliser les salariés ou d'ailleurs les mandataires sociaux de la société. C'est un mécanisme qui est hyper important pour les jeunes entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de verser une rémunération suffisante à ses salariés. Donc, ça va permettre d'aligner un peu plus encore les intérêts des salariés et les vôtres. Donc, nous, on recommande de faire accepter ce principe pour qu'ensuite vous puissiez la faire sans souci ultérieurement après l'émission des BSR. Toutes les clauses que je viens de dire, c'est absolument, c'est pas obligatoire, hein, c'est nous ce qu'on suggère et ce qu'on voit en pratique souvent. Je ne sais pas si vous aviez des questions à ce sujet. Je vais vous poser une question, je me permets. Oui, bien sûr. Il y a une notion qui revient beaucoup dans les BSA, c'est la suppression du droit préférentiel des associés. Et donc, la possibilité pour l'investisseur R de pouvoir racheter un acte préférentiel d'achat au moment où un des associés souhaite sortir. Et de notre côté, ça pose problème puisqu'on souhaite garder le droit préférentiel entre associés fondateurs et que comment dire, la possibilité d'achat d'actions par un investisseur lui soit proposée en second temps. Et ça revient énormément dans les term sheets qu'on voit dans le BSAR. Est-ce qu'il y a la possibilité d'organiser un droit préférentiel par étage ou par typologie d'investisseur?
Par état, alors pardon, j'ai peut-être pas tout compris. Ouais. Ce que vous proposez, ce que vous demandez, c'est donc déjà de ne pas supprimer le droit préférentiel de souscription, c'est ça? En fait, enfin, comment, les documents BSAR, les contrats BSAR qui sont partagés, ou en tout cas qui sont utilisés la plupart du temps, il y a une notion effectivement de suppression du droit préférentiel, et de manière à ce que le nouvel associé puisse avoir aussi, et ce qui revient en fait à la clause d'agrément, pouvoir avoir accès, lorsqu'il y a un des associés qui souhaite revendre ses parts, de pouvoir lui acheter avant qu'il soit proposé à l'extérieur. Alors, je pense qu'il y a plusieurs notions qui sont en train d'être mélangées. Mhm. Il y a d'abord donc le droit préférentiel de souscription. Donc là, c'est simplement le droit de procéder enfin, c'est un droit de priorité aux nouvelles actions que va émettre la société Tout à fait. et que nous, Exactement. on supprime, enfin, la pratique supprime généralement au moment au moment de l'émission des BSR. Exactement. Mais en revanche, donc ça, c'est un point. Mais il faut savoir que cette suppression de ce droit, elle est uniquement pour l'action et l'émission du BSAR. Après, à partir du moment où vous refaites des opérations, le droit de préférentiel de souscription, il est inhérent à votre qualité d'associé. Donc, vous pouvez le supprimer pour une opération, mais vous le garderez pour toutes les autres. Et ensuite, pour verrouiller et donc l'agrément des associés, enfin d'un nouvel associé, ça, c'est plus ce qu'on voit soit dans les statuts ou plus précisément quand même dans le pacte, où là, on va dire, en fait, on a un droit d'agréer, enfin, on a une obligation, à partir du moment où tu veux céder tes actions de la société et que tu veux les céder à un tiers, eh bien, nous, on va avoir le droit de dire oui ou non à ce tiers. D'accord. C'est deux choses, je pense, différentes. Mais peut-être que je n'ai pas répondu à votre question. Si, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, en fait, le droit préférentiel, il est inhérent à l'émission du BSA, de manière à ce que juridiquement, l'opération puisse se réaliser, et qu'ensuite, on va venir recadrer le fait qu'on a un droit d'agrément en tant qu'associé fondateur sur la revente potentielle des actions par la suite. Voilà. Très bien. Et une dernière question, est-ce qu'on parle de un bon de souscription ou plusieurs bons de souscription? Bonne question. Nous, on parle d'un bon de souscription, je crois, Aurélie. Sur l'opération. Ouais, non, on peut. Oui, alors sur une opération, il y en a plusieurs. Et après, c'est plusieurs bons. Ouais, c'est plusieurs bons. D'accord. C'est le BSAR quand on parle du type d'opération, mais après, derrière, effectivement, il va y avoir plusieurs bons de souscription à l'intérieur de l'opération BSAR. Très bien. Moi, j'avais une question, si c'est possible. C'était par rapport au board. Là, c'est un peu effrayant quand on crée son entreprise d'avoir un board. Alors, ça peut être, on peut limiter enfin, je sais pas, tout ça, c'est décrit ce que fait le board et tout ça. Alors, déjà, le board n'est pas une obligation. Enfin, dans une société par action simplifiée, le board n'est pas une obligation. Ce sera obligatoire dans les sociétés anonymes, mais bon, je pense que vous êtes sous forme de SAS. Donc, pas demandé généralement par les investisseurs, non? C'est pas une condition. Alors, pas les investisseurs. Enfin, peut-être qu'Aurélie a plus d'expérience en la matière, mais je pense que les investisseurs BA, etc., ils vont pas forcément avoir cette exigence de créer un board. En revanche, après, quand on fait entrer des fonds, des investisseurs un peu plus institutionnels, là, effectivement, souvent, c'est à partir du moment-là où on voit des exigences de board. Mais peut-être que Aurélie peut préciser. Ouais, non, mais complètement. En fait, ce qu'on observe en pratique, c'est que, à la limite, c'est même presque un peu inquiétant pour vous si on vous demande de mettre en place un board dans le cadre d'une levée de fonds en seed. C'est vraiment pas du tout une pratique de marché courante, quoi. Donc, ça nous est arrivé d'accompagner des boîtes à qui on faisait cette demande-là, et nous, on leur disait d'essayer de l'éviter au maximum, parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir un board quand c'est trop contraignant, quand on est encore en train de tester 1000 choses dans son modèle.
En revanche, oui, effectivement, sur des levées de fonds en série A de supérieur à 1 million d'euros, de plusieurs millions d'euros, c'est vrai que c'est assez fréquent que ce soit à ce moment-là qu'on demande aux entrepreneurs de mettre en place un board, mais c'est rarissime sur une levée de fonds en seed. D'accord. Et de toute façon, effectivement, comme vous l'avez dit, on peut. L'idée, c'est que dans le pacte, on délimite. On peut très bien délimiter les décisions pour lesquelles il faudra avoir l'accord du board et celles où vous avez votre liberté de gestion et développement de votre société. Voilà. Mais ça, c'est de la négociation. D'accord. Mais il n'y a pas d'obligation. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, bah écoutez, on vous a mis sur la dernière slide un autre QR code. Alors, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà peut-être testé la plateforme, mais en tout cas, qui vous donne accès à la version freemium de notre solution, qui va vous permettre de gérer gratuitement votre table de capitalisation. Et il n'y a pas de limite de temps, hein. Vous pouvez la gérer aussi longtemps que vous le souhaitez de manière totalement gratuite. Et surtout, qui vous donnera accès à l'intégralité de nos simulateurs, aussi bien pour des levées de fonds que pour la mise en place de BSPCE. Donc voilà, vous pouvez accéder à tout ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à nous faire vos retours aussi. C'est toujours intéressant d'avoir des retours utilisateurs. Et de toute façon, il y a un office hour qui s'organise cet après-midi. Je crois qu'il y a quatre créneaux qui ont été réservés. Et donc, du coup, ouais. Et du coup, voilà, avec Margot. Merci Samuel pour l'organisation. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous deux, Aurélie et Margot, et puis merci à tous d'être venus. Merci. Merci. Merci À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.